partager vos réflexions sur ce sujet essentiel. Tu veux que je prenne celui-là? On s'assied. Bonjour à tous. Merci beaucoup Jean-Guillaume. Merci Jean-Dominique Sénard d'avoir accepté de participer à ces conversations et d'éclairer un peu nos esprits grâce à vos réflexions et votre expérience. Vous êtes un grand patron qu'on ne présente plus. Vous présidez aujourd'hui Renault-Nissan et vous présidiez autrefois Michelin. Vous avez, dans votre vie professionnelle, été aux avant-postes du monde, de ces évolutions, de ces bouleversements. Mais vous avez une qualité qui n'est pas toujours partagée, c'est que vous prenez du recul par rapport à ce que vous voyez, vous allez au-delà de votre propre entreprise pour essayer de réfléchir sur l'évolution de l'économie, du capitalisme dont nous allons parler, et des grandes puissances qui composent la planète. Un certain nombre de vos réflexions ont d'ailleurs été publiées dans les pages opinion du Figaro, et j'en étais très fier. J'ai notamment en tête un débat que vous aviez eu avec M. Fromentin sur la façon dont vous vouliez, en tant que chef d'entreprise, essayer de renouveler la politique en France pour lui donner un peu plus de substance et de crédit. Donc, votre éclairage va vraiment être très précieux parce que la question est tout à fait complexe et à certains aspects préoccupante. Je crois que vous connaissez tous la formule de Stendhal. Quand on lui demandait qu'est-ce que la beauté, il répondait une promesse de bonheur. Il y a 30 ans, je pense que quand on disait qu'est-ce que la démocratie, qu'est-ce que le capitalisme, on répondait une promesse de bonheur. Fukuyama en a fait un livre expliquant que l'histoire se terminerait dans l'alliance douce et prospère du commerce et du droit. Et un certain nombre de pays d'Occident ont cru en cette possibilité. Et puis cette évidence a disparu au point d'être contredite. Ce sera ma première question. Est-ce que vous pouvez nous rappeler en quoi c'était une évidence que la démocratie libérale et que le capitalisme marchent de pair? Puis nous verrons ensuite pourquoi ça n'en est plus une. Bien, bonjour tout le monde, et merci mille fois pour votre accueil, trop gentil mot d'ailleurs. Vous disiez que c'était un sujet complexe, je confirme, c'est vraiment très complexe. Et en tant que chef d'entreprise, je ne sais pas si je suis le plus compétent pour en parler, mais je vais au moins vous donner quelques convictions et j'espère pouvoir partager avec vous. En fait, cette relation entre démocratie et capitalisme, c'est un petit peu comme la relation d'un vieux couple qui aurait eu beaucoup de hauts et de bas. En tous les cas, c'est une longue histoire. Et je crois qu'en effet, ces dernières années, il y a eu plusieurs écoles de pensée sur le fait que démocratie et capitalisme pouvaient ou ne pouvaient pas survivre ensemble. Il y en a une école en particulier qui évoque le fait que, au fond, le capitalisme va finir par détruire la démocratie parce qu'il y a comme une fatalité. Les dérives du capitalisme étant ce qu'elles sont inéluctables et par conséquent, la démocratie va souffrir et probablement disparaître. C'est une école forte de pensée. Il faut reconnaître qu'il y a quelques arguments qui permettent de l'appuyer. Mais si vous voulez, c'est assez étrange parce que quand on réfléchit sur la longue durée, honnêtement, le capitalisme a globalement apporté beaucoup de bien-être. Je dis bien dans la longue durée. Parce qu'au fond, sans rentrer dans tout un tas de détails statistiques et autres, mais quand on y réfléchit, malgré tout, la richesse produite dans le monde, une forme de bien-être a fait que ce qu'on appelle la classe moyenne, en général, dans le monde, a plutôt tendance à croître. Il y a des tas d'études sérieuses de l'OCDE et autres qui disent que finalement, en 2009, 25% de la population mondiale était dans cette catégorie-là, et que dans 2030, elle devrait être normalement autour de 50%, voire plus, ce qui est quand même assez impressionnant. On peut aussi imaginer et évoquer le fait qu'il y a tout de même l'allongement de la durée de la vie. J'insiste pas, mais enfin, elle a quand même augmenté de l'ordre de 20 ans dans les 60 dernières années. C'est un signal comme un autre que finalement le capitalisme global n'a pas été une catastrophe partout. Je ne veux pas évoquer trop longtemps, mais quand même l'accès à l'éducation, l'accès à la santé malgré la pandémie, mais enfin quand même globalement le sujet a considérablement évolué, l'accès à l'eau potable, etc. etc. Mais
mais c'est vrai que depuis quelques décennies, ou disons peut-être 20 ans, 30 ans, on commence à se poser de sérieuses questions sur cette fameuse relation entre capitalisme et démocratie. Et je disais tout à l'heure que ceux qui pensent qu'en effet le capitalisme peut être extrêmement préjudiciable ont quelques raisons de le penser. Vous avez évoqué 30 ans, moi j'évoque souvent le mur de Berlin, la chute du mur de Berlin. À l'époque, rappelons-nous, au fond le capitalisme était triomphant. Et on se disait que voilà, l'histoire est faite, et il n'y a pas à discuter, il n'y a qu'à continuer. Et puis, on a assez rapidement déchanté. Parce que dans cette période-là, on a vu apparaître un certain nombre de dérives du capitalisme trop triomphants, qui ont collé un doute dans nos sociétés, et on comprend pourquoi. Là aussi, sans plonger dans des considérations trop statistiques et des chiffres, mais chacun ressent ce que je peux vous proposer là. Ces dernières années, on a clairement vu un certain nombre d'évolutions, notamment concernant les inégalités. Et évidemment, ça donne des débats sans fin, mais quand même, on voit bien que cette fameuse mondialisation dont on a beaucoup parlé n'a pas vraiment profité à tout le monde. Et c'est un sentiment qui est relativement partagé. Si je vous disais que certaines études sérieuses montrent que sur ces 30 dernières années, 1% de la population les plus fortunés a capté 27 à 30% de la richesse créée dans le monde, on peut discuter des chiffres, mais ce n'est pas totalement faux. Si on se dit que, si on écoute l'OCDE qui dit qu'au fond, aujourd'hui, en Europe, par exemple, il y a pas loin de 12 ou 15% de la population qui est NEET, c'est-à-dire Not in Education et Training. C'est cette catégorie de l'OCDE qui montre que finalement, il y a une certaine corrélation entre le fait que le chômage des jeunes en Europe est relativement important, de l'ordre de 17% de la population. En France, c'est même pire, puisque c'est 19%. Parfois même, cette inégalité a un côté caricatural, parce que, et puis j'en arrêterai là, mais quand on se dit qu'aux États-Unis, les 50 personnes les plus fortunées le sont plus que les 165 millions de la population la moins fortunée, on peut aussi discuter des chiffres, mais globalement, il y a quelque chose de vrai derrière ça. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça choque. Et je crois qu'au-delà de cette question des inégalités, il y a une perception de plus en plus forte que le capitalisme a été aussi responsable d'un certain nombre de dégâts sur le plan environnemental, et que finalement, son évolution un peu débridée a été à l'origine des problèmes d'aggravation des problèmes de climat, également sur la biodiversité. Vous connaissez tous les débats qu'il y a en ce moment, qui sont considérables. Naturellement, l'industrie est parfaitement responsable, selon ces personnes. Alors, disons-le, ce n'est pas forcément toujours faux. La question de la création d'énergie, la question de l'agriculture, toutes ces questions-là économiques sont mises en cause. Et donc, on dit qu'au fond, le capitalisme, là aussi, a une part de responsabilité. Et puis, je crois de façon encore plus profonde, la perception que le capitalisme est à l'origine d'une certaine fracturation de nos sociétés est quelque chose qu'il faut prendre au sérieux. Je ne vais pas vous raconter l'histoire, mais ce sentiment qu'il y a eu d'un côté des élites qui ont en quelque sorte prospéré d'une certaine manière, et que de l'autre, des quantités de segments des sociétés qui n'ont pas profité de cette période-là, et finalement un sentiment de déséquilibre entre finalement la répartition des richesses entre ce qu'on appelait les actionnaires d'une façon un peu générale et le reste du monde, que ce soit les autres parties prenantes des entreprises comme les salariés par exemple. Ce sentiment au fond qu'il y avait une absence de communauté de destin, si vous voyez ce que je veux dire. Et là, je crois sincèrement, bien sûr il y a de multiples autres causes, mais quand on a vu le mouvement des indignés en Espagne,
quand on a vu le mouvement Occupy Wall Street aux États-Unis, des Gilets jaunes en France, on pourrait multiplier les exemples, ces mouvements un peu radicaux trouvent leurs racines dans cette perception que je viens d'évoquer. Et je crois que pour répondre à la question, c'est là que se situe la vraie affaire. Et en 30 ans, c'est-à-dire sur une période courte, que je dois comparer à la période longue dont je parlais tout à l'heure, mais sur cette période courte, les choses ont été relativement intenses. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles nous avons tous ces débats, et en particulier ici aujourd'hui, c'est précisément parce que cela devient tellement intense qu'il s'agit de trouver une solution au problème. Voilà, je crois que c'est comme ça que Alors, je peux... Vous avez fait un panorama extrêmement complet. On va essayer de tirer les fils un par un, celui de la crise écologique, celui du sentiment ou de la réalité du déclassement des classes moyennes que vous avez évoqué. Mais avant cela, je voudrais vous demander s'il n'y a pas un malentendu originel. Tocqueville disait qu'il y avait deux façons d'être démocrate. La première, c'était selon ses propres intérêts. La démocratie m'apporte ce que je souhaite. Et la seconde, c'était un attachement aux valeurs intrinsèques de la démocratie. Et est-ce que les populations ne se sont pas détournées de la démocratie à partir du moment, et du capitalisme et de l'alliance des deux, à partir du moment où la croissance offerte et promise n'était plus au rendez-vous? Le pays modèle aujourd'hui, c'est quand même la Chine, qui n'est pas un pays démocratique et qui est un pays capitaliste. Alors là, effectivement, vous évoquez un point qui rend le sujet complexe d'ailleurs. Parce qu'on parle de capitalisme et de démocratie, on se rend compte que les deux concepts n'existent pas toujours en même temps. Vous avez évoqué la Chine, c'est le cas typique de ce capitalisme d'État, qui est d'ailleurs au passage né dans les années 70, un peu au moment où d'ailleurs le capitalisme pur et dur, comme je dirais, prend son envol avec les thèses parfois caricaturées de Milton Friedman, etc. Mais c'est l'époque où Deng Xiaoping attrape en quelque sorte le capitalisme que l'Amérique du Nord vient lui présenter à travers Nixon. Rappelez-vous tous ces grands débats. Et astucieusement, si je puis dire, à la chinoise, absorbe le capitalisme dans sa version la plus agressive et au fond le fond dans la culture chinoise. Compliqué la Chine, enfin vous la connaissez tous, mais je vous renvoie toujours à l'article 1er de la Constitution de la République chinoise populaire, qui dit que la République populaire de Chine est un État socialiste de dictature démocratique populaire. Voilà. Si vous comprenez ce que je veux dire, ça en dit long. Mais on est exactement dans le sujet. Finalement, là, en l'occurrence, démocratie et capitalisme n'ont strictement rien à voir. Les seuls cas, je crois, dans l'histoire où démocratie et capitalisme ne correspondaient pas, c'était quand le capitalisme n'existait pas et que dans certaines communautés, on fondait la démocratie. Et je crois, parce que j'ai essayé de regarder le sujet d'un peu plus près, que à part Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ, mais qui n'était pas vraiment une démocratie extraordinaire parce que les femmes et les esclaves n'avaient pas le droit de voter, sinon tout le monde votait. Il y a, je crois, la communauté des cisterciens qui a, je crois, alors, vraiment créé les fondements d'une démocratie qui, sincèrement, je crois, a servi ensuite aux villes italiennes et ensuite au régime parlementaire. Si on creuse le sujet, je n'ai pas encore eu le temps de le faire vraiment, mais je sais que c'est là qu'on trouve les racines. Alors, vous voyez que les deux sujets peuvent être vraiment séparés. Quant à votre point sur la question de ce sentiment d'abandon d'une partie de la population que l'on voit non seulement à travers les mouvements radicaux dont je parlais tout à l'heure, mais à travers une forme de désintérêt devant les institutions, le sentiment que les élites finalement ne répondent plus, un peu au fond comme agissent comme des ventriloques, enfin quelque chose qui fait qu'on ne se sent absolument pas concerné. Vous le retrouvez assez facilement dans la croissance de l'abstention dans les votes démocratiques, notamment en France, on va dire. Malheureusement, les choses sont comme ça. Et ça, je crois que vous avez raison, ça participe de ce sujet. Alors justement, sur cette question du « eux » et « nous », l'opposition un peu sommaire qui est faite entre le peuple et les élites, je voudrais vous citer deux formules. La première, c'est celle de Christopher Lasch, qui avait évoqué une sécession des élites. Et la seconde, c'est la boutade de Warren Buffett que vous connaissez, disant la lutte des classes a eu lieu, mais c'est nous qui l'avons gagnée.
c'est nous, les élites, qui l'avons gagné. Est-ce que, comment on répond, et ça c'est vraiment un sentiment qui traverse le corps social français, mais en fait toutes les populations d'Occident, comment peut-on répondre à cette impression d'abandon et même au-delà donc de sécession de ceux qui ont réussi? Oui, ce que vous me dites me fait penser à une autre phrase, mais de Camus cette fois-ci, que tout le monde connaît, qui dit que les nations meurent parce que les élites fondent. Bon, encore une autre façon de voir les choses. C'est très inquiétant. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il faut qu'on ait vraiment une réaction. Je pense que ce genre de conversation qu'on a aujourd'hui est fait pour ça. La phrase de Warren Buffett, est-ce que c'était de l'humour américain? Je ne sais pas, mais je ne suis pas sûr. On est typiquement dans la perspective d'une forme de capitalisme anglo-saxon dans sa version un peu forte et qui est dangereuse parce que, si vous voulez, elle crée des confrontations. Et franchement, aujourd'hui, c'est la dernière des choses dont on a besoin. Il faut que ça, d'une manière ou d'une autre, si on se considère comme faisant partie de l'élite, ce qui est quand même déjà très prétentieux, on a des devoirs qui doivent nous conduire rapidement à remettre les choses à l'endroit. Alors, si je veux me permettre de prendre un peu le contre-pied, je dis qu'aujourd'hui, l'élite, entre guillemets, qu'elle soit économique, politique ou autre, doit faire preuve d'humilité. Mais elle doit surtout faire preuve de réalisation efficace, concrète, qui puisse être crédible et qui sorte simplement de l'incantation et des mots et des phrases. Je crois qu'il faut essayer, parce que ce n'est pas facile, de montrer une forme d'exemplarité. Il faut faire confiance, il faut responsabiliser. Tout ça, ce sont des mots faciles à dire, mais très difficiles à mettre en œuvre. Et je crois que si on veut acquérir et tuer cette idée que l'élite est en train, finalement, de se séparer du reste du monde, il faut vite réagir dans ce sens. Et je crois que c'est possible. C'est quand même là où le côté positif de notre entretien, c'est que on vient, je crois, d'évoquer tout un tas je dirais, de raisons pour ne plus croire dans la démocratie à cause de la dérive du capitalisme. Je vous rappelle encore la crise de 2009-2010. Enfin, certains d'entre nous l'ont vécu, nous l'avons vécu comme chef d'entreprise ou comme autre. C'était franchement le point d'aboutissement d'une certaine dérive du capitalisme financier qui s'est traduite par une crise économique assez sévère. On a là le parfait exemple de ce qu'on n'en est pas encore tout à fait sorti. L'exemplarité, si on prend des exemples concrets, selon vous, ça pourrait être dans la rémunération d'un certain nombre de patrons qui serait limitée, ça pourrait être dans une plus grande exigence vis-à-vis des résultats et des sanctions plus fortes. Comment ça pourrait s'incarner ? Je pense que c'est un peu réducteur de voir ça sous cet angle-là. Je crois qu'il faut que l'on évoque la capacité des dirigeants d'entreprise d'imposer une nouvelle forme de capitalisme, parce que je crois que c'est quand même ça le sujet. La question des rémunérations est évidemment sensible, parce qu'elle est extraordinairement, je dirais, porteuse de messages. Et disons-le comme très simplement, il y a eu des abus. Et voilà, et tout est une question de mesure. Il ne s'agit pas de vanter un égalitarisme qui ne servirait à rien, mais il y a un problème de mesure et de bon sens, on va dire les choses comme ça. Pour le reste, il me semble qu'il faut maintenant agir, et c'est ce que je voudrais vous encourager à faire, tous où vous êtes, pour faire évoluer le concept de capitalisme. Il m'arrive de parler assez souvent du capitalisme responsable, parce que je n'ai pas encore trouvé vraiment de mots plus justes, mais c'est quand même dans cette direction-là qu'il faut maintenant partir. Et voyez-vous, j'ai eu le grand honneur, il y a maintenant plus de 3 ans, d'écrire un rapport avec Nicole Notta, qui était, pour ceux qui ne la connaissent pas, est une ancienne dirigeante syndicale française de très très haut niveau, un rapport sur le rôle de l'entreprise. Et j'ai été à ce moment-là absolument passionné par le débat qui commençait à ressortir sur finalement, mais qu'est-ce que le capitalisme, à quoi sert l'entreprise, quel est son rôle? Et devant tout le constat qu'on a fait tout à l'heure, on est arrivé à des conclusions assez fortes, dont je me réjouis aujourd'hui de voir qu'elles commencent à se déployer, non seulement en France, mais en Europe et peut-être dans le monde. Et ces conclusions étaient au fond de dire
le capitalisme doit évoluer. Après tout, ce n'est pas la première fois qu'il évolue. Le capitalisme marchand du XVIe, XVIIe siècle, le capitalisme industriel du XIXe, le capitalisme financier de la fin du XXe, après tout, c'est comme un peu un caméléon, le capitalisme. Il a évolué, il peut bouger. Alors une fois de plus, pourquoi pas? Mais là, en l'espèce, il faut maintenant remettre, je dirais, le pendule au milieu. C'est-à-dire qu'il faut absolument fonder un capitalisme qui soit rassurant, fédérant, et qui soit au fond un capitalisme dans lequel le principe de base, c'est de dire oui, l'économie, oui, l'entreprise est là pour faire des profits. Je le dis très clairement parce que ce n'est pas un gros mot et c'est totalement essentiel à la survie de tout le monde, on le sait très bien. Oui, l'entreprise est là pour faire des profits, mais pas que cela. Et le thème, c'est au fond de dire l'entreprise aujourd'hui, au-delà de sa performance économique et sa survie, doit prendre en compte des considérations extrêmement fortes sur l'impact social et environnemental de ses activités. C'était la base du rapport, cette base qui a conduit M. Le Maire à intégrer un certain nombre d'éléments très rapidement dans une loi française qui est, je crois, assez célèbre, qui a été jusqu'à modifier une partie du Code civil français, ça a été des débats absolument incroyables, mais qui affirme, en quelque sorte, un espèce de postulat qui est de dire maintenant le capitalisme responsable doit, je dirais, prospérer. Et au fond, un capitalisme qui est porté sur une forme de durée, une forme de soutenabilité. Je l'appelais, moi, le capitalisme de la raison d'être, ce joli mot français qui était peu utilisé, et que les juristes, d'ailleurs, ont eu le plus grand mal à cerner, mais qui en veut dire beaucoup de choses. Cette raison d'être, qui est au fond de dire mais quelle est mon origine, quelle est mon étoile polaire, qu'est-ce qui caractérise l'entreprise, qu'est-ce qui fait que les salariés derrière vont comprendre quel est leur objectif, pourquoi est-ce qu'ils travaillent tous les matins, quel est le sens. Et là on touche des mots fondamentaux, la recherche du sens. Le jour où on sera capable de donner du sens à nos activités, on aura moins de sujets de mouvements radicaux. Tout est une question de dire, au fond, le rôle de l'élite, entre guillemets, des chefs d'entreprise, des dirigeants, c'est de donner du sens aux choses, et notamment dans l'économie, celle qui concerne le plus le capitalisme dont on parle, eh bien, il faut absolument arriver, et c'est un peu l'exemplarité dont je parlais tout à l'heure, à créer cette espèce d'unité de destin. Et voyez-vous, à partir du moment où on considère que le capitalisme doit être un système qui apporte la prospérité à tous, mais qui en même temps est capable de résoudre les problèmes sociaux et environnementaux, ce ne sont pas que des mots généraux, ce sont des mots fondamentaux, et ça transforme complètement la donne. Et voyez-vous, lorsque je me souviens d'avoir rendu public ce rapport avec Nicole Notta, il avait été accueilli assez fraîchement. Honnêtement, j'avais même été un peu peiné par la réaction négative, notamment parfois du monde patronal et économique. Aujourd'hui, 3 ans après, je ne cache pas mon soulagement de voir que finalement, ce thème de la raison d'être, ce thème du sens, ce thème au fond de considérer que ce fameux principe premier qui dirige tout le reste, c'est-à-dire la stratégie et la vie de l'entreprise, etc., ce concept est en train de se déployer. Et donc, voilà ce que je voudrais vous dire, c'est que, d'une certaine manière, la solution, on l'a. La question, c'est de la mettre en œuvre avec détermination et, au fond, de considérer que peut-être la France peut servir de ce point de vue-là de phare en Europe, mais de se rassurer aussi en voyant qu'aux États-Unis, puisque nous sommes ici dans un lieu où on parle beaucoup de la relation Amérique du Nord et Europe, c'est un concept que l'on commence à voir vivre et se déployer. Et je crois que là, c'est assez rassurant, même si je crois que ça se déploie d'une façon un petit peu différente qu'en Europe, avec des concepts qui ne sont pas forcément les mêmes, dont on pourrait parler si vous voulez. Mais il y a là un mouvement de fond qui est en train, à mon avis, de dominer. Et si cette étape dont je parle se réalise dans les 5 à 10 ans, alors à ce moment-là, je pense qu'on pourra se rassurer sur l'avenir du capitalisme et de la démocratie. Alors ce mouvement de fond, on le voit tous dans nos différentes entreprises et dans la vie quotidienne.
il y a quand même deux écueils qui se présentent et dont je voudrais que l'on parle. Le premier, c'est celui d'une forme de cynisme, c'est-à-dire que l'entreprise a un affichage qui peut paraître avantageux et puis derrière maintient des pratiques qui sont contraires quasiment à cet affichage. Et puis le second, c'est l'idéologie, c'est-à-dire que au nom de notions que tout le monde partage, qui peuvent être des notions d'équité ou d'inclusion, peuvent entrer un certain nombre de principes qui sont des principes qui sont plus politiques. Et là, on revient à la question de la politique et de la démocratie, et notamment venus du monde anglo-saxon, qui contredisent le modèle universel français au nom d'un impératif que je pourrais qualifier de diversitaire. Est-ce que vous évaluez ces concepts? Est-ce que vous partagez ce point de vue? Et comment vous pensez que l'on peut éviter ces écueils? Alors, le premier écueil que vous évoquez, il est réel. Mais la bonne nouvelle, c'est que je crois qu'il va disparaître très rapidement. Une des bonnes choses, je dirais, de l'existence du monde digital et des réseaux sociaux, c'est que, en réalité, on ne peut plus mentir. Si vous affichez une raison d'être qui, en général, demande au moins 2 ans de travail dans les grandes entreprises, ce n'est pas un sujet qui vient comme ça d'une inspiration d'un chef d'entreprise. Si vous affichez cette raison d'être, qui doit être, encore une fois, pour moi, le sommet de la colonne vertébrale d'une stratégie d'entreprise, et que vous ne la mettez pas en œuvre dans la vie quotidienne, notamment dans les questions de management de l'entreprise, c'est pas compliqué, ça ne durera pas longtemps. Parce que vous savez maintenant, les générations jeunes, peut-être même moins jeunes, savent utiliser l'outil du réseau social, et vous pouvez affirmer tout ce que vous voulez comme chef d'entreprise. S'il se passe l'inverse dans la maison, ça va se savoir immédiatement, en temps réel. Et d'ailleurs, on vous informe que sur des réseaux qui portent des noms tout à fait sympathiques, etc., vos propres salariés sont en train de commenter ce que vous dites. Et je m'entends vous dire qu'ils n'ont plus leur langue dans leur poche. Donc, d'une certaine manière, ça ne durera pas. Donc ça, au moins, je pense que ça force et ça oblige. Sur la question des grands mouvements dont on parle beaucoup, et je crois que vous en avez beaucoup parlé ici hier, et peut-être encore aujourd'hui, vous avez évoqué une forme de le wokisme, enfin en quelque sorte. Oui. C'est un mouvement qu'on commence à voir poindre en France et en Europe. Pardon, je vous coupe simplement, dont on pense que c'est un vent qui souffle dans les universités américaines et sur les campus, mais on voit qu'il existe aussi maintenant dans un certain nombre de grandes entreprises américaines. Oui, voilà, on en voit poindre des signaux en Europe. C'est fort. Bon, là-dessus, si vous voulez, je pense que si une raison d'être est bien conçue, bien partagée, c'est important de la partager. D'ailleurs, au passage, je me permets de vous dire que je suis moi-même stupéfait de voir, je vais prendre l'exemple du groupe Renault, puisque c'est en ce moment celui que je connais le mieux. À partir du moment où on a publié la raison d'être au mois d'avril, après 1 an et demi de travail, les débats que j'ai aujourd'hui dans les usines et dans les sièges sur ce sujet-là n'en finissent pas. La soif d'évoquer, la soif de parler, mais vous n'imaginez pas, on est toujours stupéfait de voir à quel point cela manquait. Et donc je crois que si elle est sérieusement faite, elle est naturellement amenée à se déployer, et en plus d'éviter ce type de dérive. Si elle n'est pas solide, alors elle laisse la porte ouverte à ce genre de dérive. Sur cette question du wokisme, je suis assez clair, enfin ce qui me concerne, sachant la présidence de Renault, c'est qu'au fond, il est hors de question, encore une fois, d'imaginer des discriminations des personnes en fonction de leur identité, qu'elles soient sexuelles ou ethniques. C'est juste hors de question. Et là, il faut être extrêmement rigoureux, car si on ne l'est pas, là encore une fois, on ouvre la porte non seulement à la critique, mais à des dérives. En revanche, si le wokisme est au fond un principe selon lequel les gens doivent être valorisés en fonction de leur identité, alors là, ça ne marchera pas. Et je considère que les gens, quelle que soit leur identité, qui doit être totalement respectée, mais sans aucune espèce de limite.
Les gens doivent continuer à être valorisés en fonction de leurs actions, de leurs mérites, de leur engagement. J'allais dire, point barre. Et à partir de là, vous savez, je pense que ce type de mouvement dont vous parlez trouvera sa limite naturelle, parce qu'encore une fois, si les élites, pour prendre le mot général, font leur devoir, il n'y aura plus beaucoup de raisons pour que ceci se développe. Voilà, c'est peut-être un peu optimiste, mais je le crois profondément. Dans les éléments symboliques qui altèrent un peu le regard de l'opinion sur le capitalisme, il y a le mouvement fulgurant et fascinant et un peu vertigineux de ce qu'on appelle les GAFAM, c'est-à-dire ces entreprises de la Silicon Valley dont l'essayiste Pascal Bruckner dit que ce ne sont plus des libéraux mais des féodaux. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés à un tel niveau de puissance qu'ils se comportent comme des seigneurs et non plus comme des démocrates. Un certain nombre d'entre eux ont d'ailleurs quasiment maintenant des prérogatives d'État-nation puisqu'ils envoient des gens dans l'espace et considèrent qu'ils sont l'équivalent de puissances politiques plus anciennes. Dans cette articulation entre capitalisme et démocratie, comment faire avec ces puissances qui, à la fois sur le plan financier et puis aussi du soft power, puisqu'il y a une possibilité de diffusion inouïe, faut-il les réguler, faut-il les contenir, ou faut-il composer avec comme une nouvelle entité qui serait mi-économique, mi-politique ? Je crois qu'il y a plusieurs aspects dans votre question. Vous savez, les entités qui, aujourd'hui, ont une action transversale dans le monde, ça existe depuis longtemps. Je ne parle pas des organisations internationales en tant que telles, qui sont parfois contestées, mais les ONG auxquelles des entreprises ont affaire, d'une manière ou d'une autre, positivement ou négativement, sont déjà largement internationales. Donc on vit avec, si je puis dire. C'est quelque chose qui peut se gérer. Dans le cas particulier des GAFAM, enfin, il y a un sujet qui est tout de même d'une sensibilité, enfin, qui m'apparaît comme quelque chose de totalement extravagant. C'est que ces entités-là se sont arrogées des droits qui sont en réalité extraordinaires. C'est-à-dire que le sentiment total je dirais, d'irresponsabilité par rapport au contenu de ce qu'il y a dans les réseaux. Après tout, il y a eu une forme de consensus là-dessus. C'est-à-dire que finalement, les choses se sont développées de telle manière que finalement, cette irresponsabilité est devenue comme un fait de donné. Et ça a conduit à nous, les médias, nous l'avons combattu. Oui, je sais bien. Mais sans succès. Ça a conduit à des dérives invraisemblables dont on a vu des exemples récemment où des réseaux sont capables d'interdire un compte d'un chef d'État et puis ne pas fermer des comptes d'organisations qui ont parfois une vocation terroriste, qui y jugent. Normalement, dans une démocratie ordinaire, c'est le droit. Là, on est extra-droit. C'est quand même compliqué. Donc là-dessus, je pense qu'il va falloir bouger. D'ailleurs, ce qu'il faudrait peut-être pour eux qu'ils évitent de tomber dans ce qui est en train d'arriver en Chine, où on en parlait tout à l'heure, la démocratie et le capitalisme finalement font pas bon ménage, où on voit la réaction extrêmement brutale du pouvoir chinois aujourd'hui, qui voit dans le développement des GAFAM chinois, si je puis dire, un risque contre, je dirais, leur autorité en tant que nation. Je ne suis pas à la tête de GAFAM, je ne peux pas me mettre à la place de leur analyse, mais à leur place, je ferai attention parce que ce qui risque d'arriver, c'est une réaction pas forcément étatique, mais populaire contre. Et je crois que là, le champ est ouvert pour se préparer à un avenir qui soit à peu près correct. Vous disiez qu'en France, finalement, après un accueil un peu frais, la raison d'être des entreprises avait été installée au bout de 3 ans, que c'est un phénomène qui se diffuse ailleurs. Est-ce qu'il y a un projet européen, à l'échelle européenne, un peu articulé, un peu ambitieux et réfléchi entre les différentes entreprises européennes, ou c'est encore en gestation ? C'est en train de naître. C'est en train de naître, poussé par ce mouvement dont je parlais, qui est finalement poussé par des populations et pas simplement par les plus jeunes générations, qui consiste à dire qu'il faut maintenant passer à une étape suivante et être capable de donner du sens à tout ce que l'on fait.
Sur l'Europe, pour moi, le sujet dont on parle est juste fondamental. C'est-à-dire que c'est un sujet culturel pour moi. Tous les principes dont j'ai un peu parlé tout à l'heure, que j'ai évoqués, sont en fait des principes qui trouvent leurs racines en Europe. Quand il y a eu le traité de Rome, au fond, il reposait sur ces principes de capitalisme responsable. Si on veut bien y penser, l'économie sociale de marché, je sais si on en a parlé, débattu autour, c'était quand même ça. Je ne veux pas d'ailleurs aller remonter pour éviter de créer des polémiques sur la question des racines chrétiennes de l'Europe, mais en réalité, la doctrine sociale de l'Église et l'économie sociale de marché et ce qui est venu après trouvent un lien. Et je le dis franchement parce que je pense que c'est vrai. Maintenant, le ciment culturel européen, il est là. Et comme on est en train de débattre en ce moment de façon extraordinairement intensive sur la question de souveraineté européenne, sur tous les plans, que ce soit militaire, protection des frontières, économique, il me semble que ce lien-là est celui qui sera le plus fort, parce qu'il est culturel. Et développer le principe de capitalisme responsable tel que je viens de l'évoquer à une échelle européenne me paraît le sûr moyen d'assurer une unité, je dirais, politique à terme, parce qu'elle est profondément solide. Et voyez-vous, ce capitalisme dont je parle est en fait une alternative très nette entre le capitalisme anglo-saxon friedmanien, on va dire, pour faire simple, et le capitalisme d'État chinois. Si on veut tracer une voie en Europe qui soit crédible et qui permette au fond d'affirmer une entité européenne, eh bien il faut accélérer la mise en œuvre de ce capitalisme responsable. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aux États-Unis, puisque là aussi il faut en parler, je vois ce mouvement. Je reçois régulièrement des lettres de grands dirigeants de fonds américains qui m'expliquent ce que je dois faire en la matière. Je suis toujours très content de recevoir ces lettres. Heureusement, j'ai ma petite idée. Mais on voit ce mouvement se dessiner. Mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il n'est pas totalement de la même nature. C'est-à-dire que cette espèce de capitalisme responsable que l'on entend se développer en Amérique du Nord a des similitudes avec ce que je viens d'évoquer pour la partie européenne, mais il y a tout de même des différences de valeurs. Et vous ne m'empêcherez pas de penser que l'Europe, de ce point de vue-là, a sa caractéristique particulière. Le capitalisme rénant, que j'ai vécu personnellement quand je travaillais dans des entreprises allemandes, enfin françaises en Allemagne, n'a pas grand-chose à voir avec le capitalisme responsable tel que les fonds américains cherchent à le développer aujourd'hui. Il y manque une dimension évidente qui est la dimension de la solidarité et de la dimension sociale. Si on veut bien rentrer dans le détail, le rôle des représentants des salariés, la forme de solidarité sociale qu'on voit se développer en Europe n'est pas le principe de base sur lequel se développe le capitalisme responsable aux États-Unis. C'est pas grave. Je pense que c'est complémentaire. Et ce que je voudrais dire ici, puisque c'est vraiment un endroit où on peut parler de cela, c'est que ce capitalisme dont on parle, il faut le co-construire. Et le pire qui pourrait arriver, c'est que finalement l'Europe, d'une certaine manière, se retrouve un petit peu dominée par un flot nord-américain qui porte ces valeurs, dont je n'ai rien contre, mais qui ne me paraissent pas suffisantes pour refléter l'identité européenne. Et si nous ne construisons pas ce capitalisme responsable ensemble, on se prépare à se créer des césures et des confrontations entre deux mondes qui ne demandent qu'à s'entendre. J'espère que je me fais comprendre. Autrement dit, il est très important, face à cette évolution que je juge positive globalement, que les caractéristiques des continents soient reflétées dans leurs valeurs. Voilà, comme ça que je répondrai à votre question. D'accord, c'est très clair. Je vais vous poser une dernière question parce qu'il va nous falloir conclure au sujet de la dimension écologique, qui est d'ailleurs une spécificité que l'Europe avance comme un continent, une puissance exemplaire dans le domaine, et sur la difficulté devant laquelle nous risquons d'être, et vous-même concrètement à la tête de Renault, vous risquez d'être, dans la transformation des sociétés, de nos vies quotidiennes, le passage pratique de la voiture thermique à la voiture électrique aux alentours de 2030, et le coût social
que ce type de mutation risque d'entraîner, est-ce que là, la raison d'être ne risque pas d'être coûteuse pour ces populations dont nous parlions tout à l'heure, qui se sentent déjà déclassées ou oubliées? Alors, vous évoquez des sujets là très concrets, hein, je dirais, tant mieux, c'est parce que finalement tout ce qu'on se raconte à un moment donné doit atterrir. La question de la transition énergétique ne se pose pas. Aujourd'hui, c'est une évidence qu'il faut absolument mettre en œuvre, et je ne vais pas là-dessus élaborer trop, ce n'est pas le sujet. En revanche, la manière de le faire, elle est importante. Et là, en effet, on touche très directement la partie des impacts sociaux de l'activité d'une entreprise. Et là, d'une manière générale, le seul moyen de sortir de cette situation qui est complexe, parce que pour la vie de l'entreprise, une alliance comme Nissan, Mitsubishi, Renault, vous n'imaginez pas ce que ça représente comme révolution. Des investissements massifs, des conversions d'emplois, formation de dizaines de milliers de personnes dans un délai extrêmement restreint pour permettre une employabilité dans l'avenir. C'est quelque chose, on ne se rend pas compte de l'ampleur du sujet. Mais il y a un risque que rassurez-vous, on évoque heureusement là où il faut, quand il faut et au moment, c'est en effet de provoquer cette révolution à un tel rythme que l'on finisse par mettre en péril un certain nombre de situations sociales. Pour tout vous dire, puisqu'on est dans le concret, la façon dont nous sommes tous collectivement sortis du monde diesel pour passer à autre chose, sans vraiment véritablement faire d'analyse d'impact, a été, de mon point de vue, le modèle de ce qu'il ne faut pas faire. Et puisque nous rentrons dans le concret, je peux vous dire que je suis encore avec mes équipes en train de gérer des questions sociales sur des entreprises qui étaient dans la filière automobile. Ces questions n'auraient jamais dû se poser si on avait anticipé correctement le problème. Et on n'est pas sorti. Je pense que donc si on va trop vite dans la suppression du moteur thermique, notamment à travers la suppression du moteur hybride, qui est une formidable transition pour nous, eh bien, on s'expose à des problèmes sociaux majeurs parce qu'il y a des dizaines de milliers d'emplois dans la filière automobile qui sont aujourd'hui, d'ailleurs de façon très qualitative, impliqués dans, je dirais, les motorisations actuelles. Donc le problème, il est là. Et d'ailleurs, on est en plein dans le sujet de l'exemplarité, de l'anticipation, de la responsabilisation. Je pense qu'avec l'exemple de ce que nous venons de vivre, qui n'est pas à reproduire, les esprits politiques et économiques sont suffisamment, je crois, éduqués maintenant pour essayer d'éviter le drame. Alors espérons que la raison l'emporte. Eh bien, merci beaucoup de finir sur cette note d'optimisme, ce passionnant éclairage. Merci infiniment. Merci à vous. Alors, nous avons, si vous avez des questions, nous avons le temps pour une ou deux questions. Alors, je vais vous donner mon... Attendez. Oui, merci. J'ai l'honneur d'avoir le micro le premier. Donc, enfin, pour me présenter, Gilles Bellec, je suis retraité de Bercy, spécialiste de l'énergie. Je trouve qu'il y a deux thèmes, deux pôles, capitalisme et démocratie. Et donc le capitalisme, c'est un peu le pôle de l'entreprise, la démocratie, le pôle des États. Et j'ai l'impression que un des déséquilibres que l'on a actuellement, c'est trop de liberté économique et pas assez d'État. C'est-à-dire dans le rapport entre les entreprises et les États, il y a un déséquilibre. Alors je m'explique, où la liberté de consommer, la liberté d'entreprendre n'est pas la liberté de détruire la nature. Donc il y a besoin de canaliser le dynamisme économique, que ce soit dans les grands déséquilibres. Après tout, que l'un footballeur gagne 100 millions ou un chef d'entreprise, ce n'est pas le problème. S'il ne fait pas ses cessions s'il ne fait pas ses cessions fiscales. Et on voit beaucoup de déséquilibres qui se font. Je vois le Bitcoin, par exemple.
c'est une fois de plus une extension de la liberté d'entreprendre, la liberté de la finance, et au détriment des États. Donc, capitalisme et démocratie, c'est le rapport de force entre la puissance et la puissance économique qu'il faut canaliser par des puissances publiques. Je vais essayer de répondre à votre question qui pose des tas de points sensibles de la manière suivante. Si on poursuit la voie que j'évoquais tout à l'heure vers une évolution d'un capitalisme responsable, ça veut dire quelque chose d'assez profond. Ça veut dire que l'entreprise est devenue une institution politique. Parce qu'il y a un moment donné où si on fait des débats sur qui fait quoi et quelle est la séparation entre le rôle des États et des entreprises, on va se perdre. La réalité, le monde change tellement vite aujourd'hui que je vous le dis, monsieur, l'entreprise est devenue une institution politique. Pourquoi ? Politique au sens noble du terme, c'est-à-dire que nous sommes au cœur de la cité. Rien ne pourra se faire sans les entreprises en réalité. Et quand je dis qu'elles jouent un rôle politique, ça veut dire qu'elles jouent un rôle sur l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise. Et les parties prenantes, c'est très large. C'est bien entendu les actionnaires et les salariés qui, pour moi, sont les parties structurantes de l'entreprise. Mais c'est tout le reste aussi, c'est-à-dire l'écosystème qui environne l'entreprise, c'est-à-dire les États, entre autres, les clients, les fournisseurs, la presse, les médias, les ONG, vous pouvez tous les citer. L'entreprise aujourd'hui ne vit plus seule et elle n'attend pas de l'État nécessairement des injonctions particulières pour vivre. Mais en revanche, elle vit avec. Et chacun joue son rôle. Je dirais qu'on ne peut pas imaginer dans l'avenir des entités qui finalement ne participent pas au même objectif qu'on pourrait qualifier d'intérêt général ou de bien commun, si vous préférez. Et les États, comme les entreprises, sont maintenant obligés, j'allais dire, c'est un souhait même que je dis, de marcher côte à côte dans des partenariats intelligents qui nous conduiront en quelque sorte vers l'intérêt général. La meilleure façon que j'ai de répondre à votre question, c'est ne nous perdons pas dans des débats sur faut-il que l'entreprise domine l'État ou que l'État domine l'entreprise. En réalité, c'est un débat qui ne mène nulle part. Il faut qu'elles montent ensemble, dans une intelligence collective. Pour tout vous dire, si vous regardez la situation du monde aujourd'hui, c'est ce qu'on voit dans beaucoup d'États. Regardez ce qui se passe en Chine, regardez ce qui se passe aux États-Unis, on le veuille ou non, si vous voulez. Il y a une osmose entre l'entreprise et le pouvoir politique. Qu'on ne me dise pas le contraire. En Allemagne, on voit cela assez bien. Et ça se passe plutôt bien. J'ai bien d'autres exemples. En France, on a toujours navigué un peu entre deux eaux, avec une forme d'ambiguïté que je pense qu'il est temps de clarifier. La mise en œuvre du capitalisme responsable dont je viens de parler est de nature à clarifier ce lien. J'espère que je me fais comprendre. Mais c'est très important de ne pas se noyer dans un débat entre faut-il que l'État soit, je dirais, puissance dominante dans le système ou pas, on n'ira nulle part. Et voilà comment je ressens la chose. Une question de M. Pavel Fischer. Merci beaucoup de votre intervention. J'ai une question qui va vous projeter sur l'aspect de civisme ou de citoyenneté. Car la liberté, le capitalisme est possible dans des sociétés libres. C'est une émanation de liberté d'entreprendre, de s'engager. Et ma question porte sur la citoyenneté, parce que nous sommes autour d'Alexis de Tocqueville qui s'est plaint à un moment donné que notre époque ne s'occupe pas de l'éducation à la citoyenneté suffisamment. Car des sociétés, ce n'est pas seulement des ONG, ce n'est pas l'État uniquement, ce n'est pas exclusivement des entreprises, c'est aussi et surtout les citoyens. Et j'aimerais bien savoir quelles sont ces qualités de citoyen, de civisme. Comment caractérisiez-vous, citoyen, quelles sont les qualités nécessaires à ce qu'on puisse parler d'un être humain et en termes de citoyen? Quelles sont ces qualités? C'est pas une question facile que vous posez, mais en même temps, je crois que la réponse est assez naturelle.
l'être humain ne demande qu'à être citoyen. Alors, je ne suis pas en train de vous faire du Rousseau, là, mais bon. Il ne demande que ça. Il se trouve parfois dans un environnement qui ne le lui permet pas. Alors, je ne vais pas vous parler des dictatures dans lesquelles on évoquait tout à l'heure que le capitalisme pouvait parfaitement exister, mais enfin là, on est dans un sujet un peu particulier. Mais si on veut bien revenir à nos sociétés occidentales, l'Amérique du Nord, l'Europe occidentale, etc., je pense que sincèrement, le citoyen ne demande que ça. Et quand il recherche du sens, comme je disais, c'est ça le sujet. Quand on lui explique quel est le sens de son travail, de son existence professionnelle, etc., il l'entend et il y adhère. Encore faut-il prendre le temps de lui expliquer. Et de lui expliquer que ce qu'il fait, finalement, quelque part, comme on dit aujourd'hui, est même en relation avec le bien commun. Quelle que soit l'entreprise dans laquelle les gens travaillent, ça peut être une entreprise alimentaire, industrielle, automobile, tout ce que vous voudrez, il y a un moment ou un autre, on est capable de démontrer ou pas que l'on travaille pour le bien commun ou l'intérêt général. À la différence d'un Milton Friedman qui disait au fond que l'entreprise n'était là pour faire que des profits, qu'à partir du moment où elle payait des impôts, l'intérêt général et le bien commun étaient l'affaire des autres, c'est-à-dire des États. À la différence de cela, je dis que nous pouvons aujourd'hui considérer qu'un individu qui est dans une entreprise, parce qu'il comprend la raison d'être, œuvre pour le bien commun. Et en ce sens, il est citoyen. Tout le reste, après, relève de l'attitude personnelle. Mais pour moi, la réponse, elle est là. C'est pour ça que ce capitalisme responsable est si important. C'est qu'il transforme la donne de la citoyenneté. Et qu'on arrête de se poser des questions de savoir s'il faut être ou non citoyen. On ne sait pas très bien ce que ça veut dire. Quand on agit en entreprise et qu'on comprend ce qu'on fait, on a sa dimension naturelle citoyenne. J'espère que je réponds à votre question. Merci beaucoup. Ah, il y a une dernière question. Oui, madame, dernière. Ouais. Merci beaucoup. Je voulais vous interroger justement sur cette question du sens, parce qu'il y a des gens dont la fonction, je dirais, est de produire du sens. Ce sont les scientifiques, c'est le monde universitaire. Vous avez l'air de présenter la production de sens comme finalement étant réservée, je dirais, aux relations entre le chef d'entreprise, les dirigeants d'entreprise et leurs salariés, ce qui correspond bien au monde français dans lequel justement ce monde universitaire ne tient pas à intervenir dans les entreprises et les entreprises ne font pas appel, je dirais, au monde de la science, au monde universitaire. Est-ce que vous voyez une évolution sur ce point ? Oui, ça je voudrais vous rassurer tout de même, parce que alors là, pour le coup, dans mon esprit, c'était pas du tout pour exclure toute une partie. Votre esprit, mais dans la réalité française. Bon, écoutez, honnêtement, je vois quand même non seulement une volonté de rapprochement, mais des choses extrêmement concrètes. Quand j'étais dirigeant, président de Michelin, j'ai consacré beaucoup de temps à faire en sorte que les systèmes universitaires régionaux s'intègrent complètement dans les questions de recherche du groupe, etc. Il y avait et les ouvertures qui n'étaient pas évidentes, je le reconnais, madame, se sont faites finalement assez naturellement. Il y a eu un monde, les gens se sont découverts. En réalité, l'avenir du sujet français dont vous parlez passe par une intégration encore plus forte, ce que l'on retrouve d'ailleurs ailleurs, en particulier aux États-Unis. Mais ça bouge, ça avance, et c'est tout à fait nécessaire. C'est tellement nécessaire d'ailleurs que je pense qu'un des problèmes, notamment de la compréhension citoyenne de notre pays, je m'excuse de rester sur la France strictement, mais après tout, c'est précisément parce qu'il y a une forme de paroi entre ces différentes populations que vous évoquez. Je suis extraordinairement frappé par le manque de connaissances communes dans ce sujet. Je pense que c'est, on va dire les choses très simplement, le monde politique français n'a pas été et c'est pas de la faute des personnes politiques. Dieu sait si je pense que leur rôle est important et qu'il est très ingrat. Et je suis le premier à avoir, en effet, essayé de
de créer cette relation entre l'économie et le politique en encourageant le monde économique à s'engager dans la politique. Donc je suis vraiment là-dessus, je suis très clair. Mais il y a une véritable cloison. Elle est en train de s'ouvrir doucement, mais on est toujours surpris de voir telle ou telle personne de haut rang au niveau politique découvrir l'entreprise lors d'une ou deux premières visites. C'est incroyable. Je pense que le sujet se pose aussi dans la question de l'éducation nationale et dans l'université. Pour tout vous dire, puisque nous sommes entre nous, et ça n'a peut-être rien à voir avec le débat d'aujourd'hui, mais je pense qu'une des choses qui serait essentielle, et ça répondra à votre question, c'est que dans la campagne électorale qui s'ouvre, il y ait une proposition forte qui consiste à dire que l'ensemble des maîtres ou des professeurs d'université, avant d'être titularisés, fassent un stage de 3 à 6 mois en entreprise. Pardonnez-moi, on change de sujet, mais je pense que si on le faisait, on aurait répondu à votre question, madame. Merci beaucoup, Jean-Dominique Senard. Je retiens cette proposition qu'on va essayer de mettre dans le débat. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher Jean-Dominique. C'était passionnant d'avoir votre regard de grand capitaine d'industrie sur ces relations complexes entre le politique et le monde économique. Et au-delà de la gestion d'un très grand groupe industriel, vous réfléchissez sur le temps long. Et ça, c'est une approche très tocquevillienne, puisqu'Alexis de Tocqueville disait « Les hommes politiques et économiques se préoccupent du lendemain, et moi, je me préoccupe de l'avenir ». Et puis, je pense que vous avez abordé aussi un sujet qui était capital pour Tocqueville, qui était le rôle de la société civile dans le fonctionnement d'une bonne démocratie. Et comme nous le savons tous, les entreprises sont des acteurs absolument majeurs de la société civile. Et les évolutions que vous indiquiez vont, je pense, tout à fait dans le bon sens. Donc, je voudrais maintenant appeler le panel de Chantal Delsol à nous rejoindre sur l'estrade. Donc je laisserai Chantal présenter bien entendu ses invités. Permettez-moi juste, même si on ne la présente pas, de dire un mot. Donc Chantal a fait